Bonjour à toutes et à tous, vous avez choisi Sport en France pour passer un bon moment. On va essayer de répondre présent aujourd'hui. Club Sport en France, vous connaissez le principe. Chaque semaine, nous mettons une fédération en avant, une fédération qui marche bien. Et aujourd'hui, on va évoquer peut-être le rêve de vous toutes et vous tous, à savoir voler comme Icare, ou presque en tout cas, avec la Fédération française de parachutisme qui nous fait l'honneur de sa visite aujourd'hui. Sport de liberté par excellence, mais aussi d'exigence pour son élite qui fait pleuvoir les médailles internationales depuis des décennies. Cette réussite, elle sera incarnée sur notre plateau par la présence de multiples champions du monde. Un sport pluridisciplinaire qui a fait sa mue également en termes d'accessibilité, de visibilité, la reconnaissance ultime, s'imposer au programme olympique. Peut-être on verra avec ses dirigeants si cette gageure est dans leur esprit. Voilà pour le programme. Maintenant, les acteurs de cette demi-heure que l'on va passer ensemble. J'ai le plaisir à ma droite d'avoir deux spécialistes du vol relatif et pas des moindres puisqu'elles sont multiples championnes du monde. Sophia Pécou. Bonjour Sophia. Bonjour. Christine Malice. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est très genré sur le plateau puisque de l'autre côté de cette table, après avoir vu les athlètes en activité, un directeur technique national qui fut lui aussi un ancien éminent para, j'ai nommé Jean-Michel Poulet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Comment allez-vous ? Très très bien. Bon, vous êtes venu avec un objet que l'on désire, on le verra tout à l'heure dans quelques secondes, non sans avoir présenté le président David Roth de cette fédération. Président, mes hommages. Bonjour à tous. Je vous sens inspiré. Ah, très. Bon, d'habitude. c'est formidable. On va évoquer évidemment par le menu la santé de votre fédération, ce qui fait son actualité. Mais avant cela, je vous le disais, l'introduction habituelle, cet objet du désir. Comment pratique-t-on le parachutisme ? Eh bien, réponse maintenant. Et nous avons un DTN qui s'active puisque cette fédération française est venue. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez, Jean-Michel. Cette fédération française est venue, et en particulier Sophia, avec son instrument fétiche, en tout cas indispensable, même pour pratiquer le vol relatif et la chute libre, évidemment, le fameux parachute. Qu'est-Zaco, Jean-Michel ? Comment se fait-il que dans cette petite housse qui semble toute légère comme ça, vue de l'extérieur, on puisse avoir autant de technologie ? Alors ce parachute, au début du siècle, les parachutes étaient hémisphériques. Aujourd'hui, on est sur des parachutes rectangulaires, donc complètement dirigeables. Donc là, le parachute de Sophie se compose de deux voiles, une voile principale et une voile de secours. Est-ce que vous pouvez l'avancer par rapport à votre micro ? Voilà, exactement. Voilà, donc la voile principale, ici, le container du bas, Oui. avec une aiguille d'ouverture, et au-dessus, le container de secours. Donc on n'enlève pas le rabat, mais l'aiguille est en dessous. Quand on retourne le parachute, on va retrouver les poignées. Donc une poignée pour la procédure de secours. Si on a un problème sur la voile principale, il faut se désolidariser de la voile principale et ouvrir la voile de secours. Donc c'est pour ça qu'on a deux poignées. Et ensuite, on a un petit appareil électronique ici qui peut ouvrir la voile de secours s'il n'y avait aucune intervention du parachutiste en cas de malaise, par exemple. autre chose, à 225 mètres, à 35 mètres secondes. S'il n'y a pas eu d'action, ce petit appareil électronique va ouvrir automatiquement la voile de secours. Donc il sait si l'athlète va à la vitesse de 35 mètres secondes et il sait qu'on est à 225 mètres du sol. Exactement. Alors bon, ça fonctionne rarement, mais ça peut arriver, surtout dans certaines disciplines, on peut avoir un problème. Et cet appareil-là a été rendu obligatoire il y a quelques années. Et effectivement, c'est très rassurant d'avoir cet appareil, même s'il ne fonctionne pas souvent. Ensuite, la dernière petite poignée que je n'ai pas évoquée, c'est la poignée qui va servir à ouvrir la voile. C'est une petite poignée avec un petit parachute qui est inséré dans la pochette. Et pour ouvrir la voile, on va tirer ce petit parachute qui va se gonfler et qui va ouvrir donc la voile principale de ce conteneur-là. Voilà. Sophia, je vois qu'il y a un prénom, c'est donc le vôtre. Combien ça pèse déjà quand vous vous élancez ? Ça vous fait un poids supplémentaire ? Ouais, ça pèse une dizaine de kilos. Et effectivement, ce n'est pas négligeable parce que ça nous ralentit un petit peu dans nos mouvements forcément. Et puis ça accélère la chute aussi. Mais en même temps, c'est indispensable. Donc là, il est siglé, c'est le vôtre. Vous en avez un à l'année, à la saison, ou il vous fait plusieurs saisons ? On a deux parachutes chacun, tous les athlètes, parce qu'on enchaîne les sauts dans la journée.
Donc l'avion se pose et on reprend le prochain avion tout de suite. Donc pendant que nous avons la chance d'avoir des plieurs pendant qu'ils plient le premier parachute, on prend le deuxième pour aller sauter. Donc on a 2 sacs différents et il y a nos noms sur les poignets parce que c'est des sacs qui sont faits sur mesure et les voiles qu'on utilise pour sauter, on n'utilise pas toujours le même modèle ni la même taille. Donc c'est le mien et je peux le prêter à quelqu'un, mais ça reste mon parachute, je ne peux pas prendre n'importe lequel, effectivement. Donc là, il n'y a même plus d'histoire de couture. Christine, on ne s'amuse plus, on ne fait même plus de bricolage avec ces sacs-là, c'est pour l'élite. Voilà, exactement. Ah ouais, bon, je suis presque déçu. Et ce joli bijou là de 10 kilos, il coûte combien là pour le commun des mortels, qu'on sache un petit peu? En fonction des marques, l'ensemble complet environ entre 8 et 9 000 euros. Voilà. À savoir que les voiles ont de différentes tailles, c'est un petit peu comme les voitures. Hein. Les élèves ont des voiles d'une surface assez grande, qui pardonnent beaucoup les erreurs, et après les confirmés ont des voiles de plus en plus techniques et rapides. Et en fonction des disciplines, notamment dans les disciplines de voile, c'est vraiment un outil pour pratiquer et pour enchaîner le plus rapidement possible les séquences. Quel est votre rapport justement à ce sac et au parachute? Vous êtes en chute libre, donc on est clairement sur une fin d'exercice pour vous permettre tout simplement d'atterrir sur le plancher des vaches à nos côtés. Du coup, c'est quoi ce rapport? Il est uniquement sécuritaire? Vous le considérez comme un poids ou ça a été, j'imagine aussi d'abord votre première approche au parachutisme quand même? Comment vous le considérez, ce sac? Ça a évolué par rapport au début, évidemment, parce qu'au début, quand on commence, on est très impressionné, donc on fait... voilà, le parachute en lui-même est un objet incroyable, on y fait hyper attention, et on fait toujours attention aujourd'hui, mais comme vous dites, c'est vraiment... c'est surtout dans notre discipline, qui est une discipline de chute, le parachute, ça reste un outil pour atterrir et se poser en sécurité et en vie. Dans des disciplines sous voile, le parachute est bien plus important que nous, parce que la voile, les performances sont intéressantes. Nous, ça reste un objet pour atterrir. On en parlera de cette autre spécificité avec vous, monsieur le DTN Jean-Michel, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. On voit ces images en vol, justement. Quelle vitesse, Christine, vous atteignez? Là, c'est lors de votre titre de championne du monde, le dernier en date. Quelle vitesse vous atteignez après, comme ça, sauter de l'avion? Alors, je pense qu'en vitesse finale, on n'est pas loin des 180-200 km/h. Et après, il y a la sortie d'avion où on n'est pas du tout en vitesse finale. Donc là, c'est la partie un peu critique de notre discipline. C'est là où on doit commencer les points sur le vent relatif. Donc là, c'est un peu différent. On aura l'occasion effectivement de l'évoquer. Et justement, pour cette phase qui dure même pas une minute, moins d'une minute en chute libre, vous êtes lâché à combien de kilomètres du sol? Alors, on saute à 4000 mètres. D'accord. C'est juste comme ça, impressionnant pour mettre ça en perspective. L'objectif, et on en terminera sur cet objet du désir, même si on a un petit peu digressé sur votre pratique à vous, mais elle est importante à mettre en perspective avec ces images, c'est l'objectif d'enchaîner un maximum de figures, c'est ça, pour expliquer aux gens dans un temps qui est forcément limité. Christine, Sophia? Oui, c'est ça. L'objectif, c'est depuis la sortie d'avion, selon la discipline VR4 ou VR8, on a soit 35 secondes, soit 50 secondes. Mais le but, c'est de faire le plus de points dans ce temps qui nous est imparti, donc le plus de figures possible. Donc c'est une discipline qui n'est pas artistique, peu importe la beauté de la réalisation, l'important c'est de faire les points, donc d'être le plus synchronisé, le plus efficace et le plus rapide possible. Ouais. Avec un nombre de points qui est différent selon la difficulté, j'imagine, de la figure. C'est ça aussi qui est à prendre en compte. Ouais. Et à ce petit jeu, vous êtes aussi recordman du monde, il me semble? Oui. Avec ce titre et ce record qui vous a fait faire combien d'enchaînements comme on les voit là dans ce temps limité? Faites-nous rêver, parce que nous déjà en chute libre on subirait tous les éléments, et vous êtes non seulement acteur mais en plus vous enchaînez des figures, donc il y a un niveau de concentration qui est incroyable. Je vois que vous êtes en... Oui, là c'est sûr que pour réaliser un saut comme ça, il faut avoir de la chance, parce qu'il faut avoir au moment de la compétition le tirage au sort qui soit favorable, c'est-à-dire qu'on ait un saut très rapide, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois on a des sauts très lents, des sauts à peu près normaux, et là on a eu la chance d'avoir un saut très 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 rapide. Et après il faut le réaliser, parce que ça paraît facile, mais ça l'est pas du tout. Donc il faut que ça soit pendant 35 secondes, que ça soit le saut parfait pour pouvoir faire le record du monde.
Et pendant 35 secondes, vous avez réussi à enchaîner 56 points, mesdames, ce qui est quand même assez effarant quand on voit la vitesse avec laquelle vous descendez. On a effectué ce petit brief sur le parachute, notamment cet outil de travail que vous chérissez tant et à de nombreux titres, on peut l'imaginer. On va évoquer bien, cette fédération qui n'a pas évidemment que le vol relatif dans son bagage. Et oui, c'est une question. Comment va cette fédération, Président? Est-ce que le parachutisme français se porte bien? On le disait tout à l'heure, vous êtes un grand pourvoyeur de médailles à l'international, mais comment la pratique, on va dire, lambda chez les amateurs fonctionne? Est-ce que vous avez le vent en poupe en termes de licenciés déjà? Écoutez, c'est une fédération qui, je pense, fonctionne bien. Vous l'avez dit, première nation au monde avec chaque année plus de 30 médailles, donc quasiment 18 en or. C'est environ 60 000 licenciés, dont 20 000 qui pratiquent régulièrement sur nos 60 structures de pratique et nos écoles de parachutisme en France. Donc on peut dire qu'effectivement le vent est force 12. Vous parlez d'une soixantaine de lieux qui sont aujourd'hui susceptibles d'accueillir par exemple de nouveaux pratiquants qui nous auraient regardés, qui seraient tentés par cette belle aventure que nous racontent Sophia et Christine notamment. Est-ce que aujourd'hui ce maillage est bien réparti? J'ai ouï dire que pour les 70 ans de l'arrivée de cette discipline sur notre territoire, qui est liée un petit peu à l'arrivée de l'aviation tout simplement en France, on était quand même à la base sur des pôles qui étaient militaires. Hein. Je crois que c'est la genèse un petit peu du parachutisme en France. C'est vrai que cette fédération a été créée en 1949 par les militaires et est devenue la Fédération française de parachutisme en 1968. Et à partir de là, les structures se sont développées sur tout le territoire de façon homogène. Nous sommes structurés avec bien évidemment les ligues de parachutisme et puis dans chaque ligue vous avez entre 2 et 5, 6 écoles qui accueillent les débutants pour sauter en parachute seuls ou alors les sauts en tandem. Et l'âge, le premier âge pour s'essayer, c'est 15 pour un ans. baptême, 15 ans. C'est 15 ans, avec un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parachutisme. Et puis, vous êtes tout de suite emmené avec les moniteurs, une petite trentaine de minutes de formation et vous pouvez réaliser votre premier saut en parachute, ce qui est vraiment formidable. Christine, 15 ans, c'était votre âge pour la découverte? Comment ça s'est passé? Presque. C'est-à-dire? Non, moi j'ai commencé, j'avais 20 ans. D'accord. J'ai commencé par un saut en tandem. D'accord. Mais c'était simplement la découverte ou il y avait quelque chose de plus fort qui était lié à cet espace gigantesque que vous aviez devant vous? Ça venait de mon père qui était para, donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer. Et effectivement, une fois que j'ai fait le saut, c'était un peu par hasard. J'ai plus jamais arrêté. Oui, pour vous voir arriver où vous en êtes, on peut imaginer que ça a pris effectivement. En ce qui concerne justement cette accessibilité, en tout cas pour le premier baptême, est-ce que demain je me présente, j'ai donc un moniteur qui va m'accueillir, qui va me permettre de faire ce baptême? Est-ce que financièrement c'est relativement accessible pour un premier jet, pour un premier saut? Comment ça se passe? Un premier saut en parachute en tandem, en fonction des structures, c'est de l'ordre de, pour les moins chers, on va dire 200, 230 euros, et puis pour les plus chers, on atteint 280 euros, mais c'est dans cet ordre de prix. Il faut avec savoir, une formation en plus. Avec une formation, oui. Avec bien sûr une montée en altitude jusqu'à 4000 mètres. Donc tout ça, ça a un coût. Et on peut dire que l'accessibilité aujourd'hui, c'est sûr que le grand public, pour découvrir en termes de loisirs, c'est quelque chose de très, très facile. Après, pour la fidélisation, et c'est aussi un des travaux de notre fédération, c'est-à-dire d'inciter les gens à continuer. Et puis, l'objectif de la fédération, c'est bien sûr la compétition, puisque c'est une des missions premières de notre fédération. On essaye de travailler justement avec les jeunes, pour que les jeunes puissent accéder plus facilement et intègrent les équipes de compétition. Jean-Michel, votre président évoquait le succès de l'élite qui fait aujourd'hui de la France une des nations phares et bien représentée sur ce plateau.
Vous avez été par ailleurs un de ces athlètes phares avec plus de 10 titres de champion du monde, Jean-Michel. Mais dans une autre discipline, est-ce que vous pouvez nous conter les différentes possibilités, alors quand on veut débuter, mais surtout derrière quand on se spécialise, qui peuvent exister au sein de la fédération et leurs spécificités, vous qui avez volé avec le parachute sur les épaules tout le temps? Pour débuter, donc effectivement, il y a le biplaste, donc qui a une visée pédagogique quand même, parce qu'on sait qu'il y a des baptêmes qui sont proposés par le ministère des Transports, donc c'est pas du tout la même chose, c'est du travail aérien. Alors que nous, on propose vraiment une formation, et donc on fait découvrir la partie en chute et la partie sous voile, donc la navigation, le pilotage, comment on dirige une voile. Ensuite, si on veut commencer et continuer le parachutisme, il y a une méthode traditionnelle, dite traditionnelle, la première méthode avec une sangle d'ouverture automatique, où la voile va s'ouvrir automatiquement, donc il va falloir maîtriser cette sortie pour pouvoir passer en chute libre. Et une troisième méthode pour commencer, qui est la PAC, la progression accompagnée en chute, où là on va partir à 4000 mètres, mais avec 2 moniteurs qui vont corriger la position de notre corps et de nos segments en chute. Ça me plaît, ça me rassure. Et qui vont, si besoin, ouvrir le parachute. Donc ça c'est les possibilités pour découvrir l'activité. Elle est à partir de 15 ans et jusqu'à... Il n'y a pas d'âge limite à partir du moment où on a la condition physique. Et ensuite, une fois qu'on a atteint le brevet d'autonomie, un brevet de parachutisme autonome, on peut évoluer seul, on va dire en autonomie sur un centre de parachutisme. Et derrière, on a des disciplines de compétition. Alors, on peut aussi faire du loisir, des sauts en groupe, des sauts de free fly, des sauts de... Vraiment, on va dire le parachutisme, on peut sauter d'un avion, rien faire et puis prendre du plaisir. On n'a pas besoin ni d'avoir une visée de compétition, simplement admirer le... Je l'entends volontiers, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc free fly, freestyle, on est sur d'autres disciplines de chute libre. Et puis, il y a aussi donc, le sous-voile que vous incarnez. Le sous-voile, avant de parler de ma discipline, il y a la précision d'atterrissage voltige, donc, où on va venir se poser précisément sur une cible. Ça correspond à peu près à une pièce de 1 euro. On va voir ça tout à l'heure. On va voir les images parce que c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Le freestyle, free fly, donc ça c'est des disciplines artistiques où on va faire des programmes. C'est un petit peu comme le patinage artistique. On a des sauts imposés et des sauts libres, donc un programme qui est complètement créé par les athlètes. Et ça va du programme en chute libre et aussi l'équipement, les tenues, les couleurs des combinaisons, tout est important. Ensuite, on a la discipline donc, de voile contact. Donc là, cette discipline sous voile, c'est le même principe que le vol relatif. C'est l'enchaînement de figures imposées dans un temps imparti, maximum de figures. Donc c'est des cycles de 4 ou 5 figures qu'on va répéter et enchaîner le maximum de fois. Et donc c'est une discipline de pilotage sous voile où on s'accroche les uns au-dessus des autres avec les pieds. On passe les pieds dans les suspentes de son équipier et on enchaîne. Donc, là aussi extrêmement impressionnant. Assez impressionnante. On le voit à l'instant à l'image avec des enchaînements qui sont à la fois spectaculaires et rapides compte tenu des contraintes liées à la voile. Et donc c'est un petit peu des châteaux de cartes, donc faut être très précis. C'est un petit peu la même chose qu'en vol relatif. Pour faire un maximum de figures, il faut voler vite, mais il faut aussi que ça soit précis. Et puis la dernière discipline, la dernière née, c'est le canopy piloting, pilotage sous voile en français. Donc là, on a des voiles de très haute performance et on va mesurer la vitesse sur trajectoire au-dessus d'un bassin aquatique, la distance et la précision. Donc ça, c'est réservé à des gens qui ont une grosse expérience et beaucoup de sauts sous voile avec des voiles qui sont, c'est vraiment un petit peu, ça s'apparente un petit peu à des Formule 1. Donc il faut quand même une grande expertise et beaucoup d'entraînement pour arriver dans cette discipline et pouvoir performer. Là encore, on jurait que vous avez préparé cette émission avec notre chef d'édition, Julien Perronnet, qui vous montre en simultané, grâce à Charles-Émeric Souchy, notre réalisateur, ce que vous nous dites effectivement par la voix. La voile donc présente en filigrane sur toutes ces disciplines, mais on peut l'exercer de plein de manières, ce parachutisme, et c'est ce qui fait aussi toute sa sève. On se retrouve juste après une respiration, il sera question justement de certaines des dernières disciplines, et pourquoi pas donc de ce rêve olympique.
De retour dans CSEF, la Fédération française de parachutisme est à l'honneur aujourd'hui. On a parlé un petit peu de son actualité. Évoquons peut-être ce doux rêve olympique dont on parlait tout à l'heure. Fait débat. Un rêve, vous l'avez déjà concrétisé, président entre guillemets, puisque vous avez candidaté, je crois, pour faire partie du programme olympique parisien en 2024. On a surtout eu l'ambition, effectivement, en 2017, avec le projet politique qui était le nôtre et avec l'équipe des élus, on va dire, travailler sur une candidature olympique, ce qui n'est pas une mince affaire. Derrière ça, il est vrai que nous nous sommes rapprochés du comité d'organisation des Jeux, après que Paris ait été désigné comme ville hôte. Comme vous le savez, la discipline n'a pas été retenue. Mais le travail qui a été engagé est un travail de longue haleine, puisque l'objectif, bien évidemment, c'était Paris, mais demain, c'est Los Angeles, 2028, et pourquoi pas plus loin, 2032 ou 2036, avec vraiment un objectif d'intégration pour cette discipline du vol en soufflerie au sein des Jeux Olympiques. On a une fédération internationale qui va pousser en ce sens, et ce n'est pas un one-shot que Paris 2024, il y a cette vraie volonté de faire en sorte que la soufflerie qui a le vent dans le dos, si je puis me permettre, soit à terme dans ce programme olympique. Oui, et puis il faut savoir aussi que la discipline est une discipline jeune, qui est née, on va dire, dans les années 2010, 2011, avec des premiers championnats, on va dire, en 2014, 2015. Donc il est vrai aussi qu'il faut qu'il y ait une émulation qui se mette en place. La structuration est maintenant faite. La Fédération internationale est sensibilisée sur ce projet. Et je pense qu'à terme, et j'espère en tout cas, c'est un des souhaits du parachutisme français que cette discipline intégrera. Vous avez conscience, mesdames, même si la notion de liberté n'est pas la même, j'imagine, dans cette soufflerie que vous connaissez à la perfection, puisque c'est le cadre, j'imagine, de plus en plus de vos heures d'entraînement, que ça peut représenter un avenir et la possibilité d'intégrer ce Graal en termes d'accessibilité, de visibilité de la discipline? Oui, bien sûr. C'est sûr que pour n'importe quel sportif, le titre olympique, c'est le Graal, le Graal absolu. Donc, nous, en tant que sportifs, ça nous intéresse beaucoup, c'est sûr, de pouvoir un jour faire cette compétition, si ça peut arriver. Après, voilà, la soufflerie, c'est pas la même chose qu'un saut d'avion, mais c'est devenu un outil indispensable et qui nous permet, comme vous dites, de toucher la perfection, parce qu'on peut aller vraiment très, très en détail et faire des gros volumes d'entraînement. Donc, Christine, on arrive dans ce gros aquarium là, à recréer les conditions d'un saut en extérieur. Comment ça se passe? Ah bah oui, tout à fait. C'est exactement les mêmes techniques de vol. La seule différence, c'est qu'on ne saute pas de l'avion. Mais c'est exactement pareil. On a beaucoup plus de repères que dans le ciel. On peut y passer beaucoup plus de temps. Donc on a plus le temps de regarder les petits détails, de se perfectionner. Et puis le cadre vous permet d'être filmé sous bien plus d'angles que lors de vos sauts en extérieur. C'est bon pour le bilan carbone, Président, ça le vent en poupe, ce genre de remarques. Exactement, c'est conforme aux orientations et aux directives du ministère des Sports et de l'État. Bon, écoutez, on suivra ça de près concernant la suite et pourquoi pas donc voir le parachutisme sous cette forme-là arriver au programme olympique à l'avenir. On vous a tiré un petit sourire, j'espère qu'il va rester pour le quiz de fin d'émission. On ne va pas diviser le plateau en deux parties, messieurs, dames, ça va être chacun pour sa pomme maintenant, voilà, sur la fin de cette émission. Pas de question de rapidité, hein, vous pouvez effectuer une proposition, j'ai un stylo, je note vos réponses. Il y aura quand même des choix multiples sur les trois questions qui vous sont proposées de ce pas. N'essayez pas, Sophia, de lorgner sur ma feuille, ça ne fonctionne absolument pas, même si j'imagine qu'en sautant à 4000 mètres, vous avez une belle vue. Les questions sont les suivantes. La première d'entre elles. En juin 2014, le Suisse Remo Lang a battu un record en sautant sans oxygène. Mais de combien de mètres? 6000, 7000 ou 8000 mètres? 6000, 7000 ou 8000 mètres?
C'est pas une question de rapidité, mais bon, Faut quand même. c'est bien, ouais, c'est bien si vous réfléchissez Je assez prends le 8000. rapidement. Bah, voilà. 8000 à ma gauche. Pareil, Pareil, 8000. D'accord, vous ne souhaitiez pas vous Non. départager. S'il y a Pas consensus, dès la vous me dites, première on fait question. qu'une réponse. Hein. C'était effectivement 8000 mètres. Bravo, bravo à vous toutes et à vous tous. Félicitations. Combien de parachutistes ont formé une figure géométrique record à Lille en 2014 100. 104. 4. 105, non 104. Alors, il faut noter, c'est un indice qu'ils ont sauté à partir de 6 avions différents pour réaliser cette figure. L'ancien record, c'était 35. Et là, vous nous dites que ce record a été porté à combien de parachutistes 104. 104. 104 pour Jean-Michel, 104 pour Christine. Oui, pareil, 104. Et nous avons des suiveurs, Bien par sûr, ailleurs. voilà. Président 105, allez. 105, très bien. Christine, par la rapidité de sa réponse, aura quand même un demi-point supplémentaire qui comptera dans la balance. C'est 104, effectivement. Bonne réponse, collégiale, comme diraient certains. Et la troisième de ces questions qui va vous départager, soyez bon. Président, je compte sur vous, là, pour le moment. je suis Vous êtes un poil en retard. Combien de records du monde sont actuellement détenus par des Français en parachutisme? Il y en a tellement que c'est une question piège. Non, mais en ce moment, qu'ils en aient battu tous les ans ou tous les 2 ans, c'est une chose. Mais là, actuellement, qu'ils n'ont pas été battus par la concurrence. Là, c'est une question pour le DTN, normalement. Au moins 12. 4, je pense. En ce moment. 4, Jean-Michel, d'accord. Allez, 5. 5 pour Christine, Eh bien, 6. Moi, je dirais plus. plus pour le président. Ah oui. Mais c'est tout plus, c'est pas une réponse, aider. ça, président. Ouais, C'est après, celui ça qui va se rapprocher le plus. Oui, ou qui va Allez, le bah plus. 8 alors. Ça dépend. Mais on avait le Ah total bah, 9. exact. On avait le total exact. Et c'est encore Christine Oh là là là. qui a trouvé le bon chiffre 5 avec Déborah Ferrand qui en détient 2, Thomas Jeannereau et Cédric Vega. Ah oui, mais. Fois 2. Ah oui. Et oui, ça fait 5 au total. Bravo à Christine qui est notre grande vainqueur. Il en manque Voilà, un. félicitations. Félicitations, Il en manque un. Christine. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette émission. Les portes de ce plateau vous sont grandes ouvertes. Vous revenez quand vous voulez et notamment eh bien, après votre circuit Coupe du Monde. Pourquoi pas? On prend rendez-vous, mesdames? Ça marche. Super, vendu. Bon après-midi à toutes et à tous. Bonne fin d'après-midi et on se retrouve très vite sur Sport en France. Bye bye.